Salut les amis, un plaisir de vous présenter cette vidéo bonus sur l'épisode 1 de l'Xtase. On va revoir les mains les plus importantes de notre début de tournoi et les revoir un peu plus en détail à froid. Je vous rappelle que l'épisode 1 est repris en instantané. Je veux dire par là que je n'ai pas révisé le replay avant de vous le proposer. Et vu que celui-ci date pas d'hier, forcément, je ne connais plus le résultat des mains. Je veux que ces vidéos soient un maximum authentiques. Donc, dans cette vidéo bonus, en revanche, on va se pencher à froid sur certaines mains, les décortiquer. Si ce concept vous plaît, merci vraiment de liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Comme ça va me permettre, moi, par la suite, de proposer d'autres vidéos. Prochainement, vous pourrez accéder à mon site avec plusieurs replays, des tutos, des formations, du coaching. Pour accéder en tout cas au replay de ce tournoi, l'Xtase, au complet sans plus attendre, vous trouverez dans la définition de cette vidéo le lien, un lien. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, acheter un coup d'œil. Il y a aussi le code promo que je proposerai, donc venez me contacter. Si j'ai seulement 10 likes sous cette vidéo, j'enchaînerai sur l'épisode 2 dans le même concept. Donc, il y aura l'épisode 2 plus la vidéo bonus concernant l'épisode 2. Ce sera sans aucun doute même la semaine prochaine si tout se passe bien. Alors, c'est parti. Donc, j'ai pris un petit échantillon de quelques mains. Donc, je vais partager l'écran. Hop. Voilà. Donc, on va aller directement à la main numéro 13. Donc, ici, on est au bouton. Hein. Rappelons quand même qu'on est sur un tournoi à 100 €. On est déjà au blind 500 000. Pour ma part, j'ai 36 blindes, 36 bébés. Encore une fois, s'il y a des termes techniques que j'utilise mécaniquement et que vous ne connaissez pas la définition, mettez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, dans ce coup-là, précisément, Vélodidacte en big blind et sit-out. Ça explique son petit tapis. Donc, ça ne change rien à ma stratégie en soi. J'aurai toujours limp ici, cette main, dans ce spot-là, quel que soit le stack de la big blind. Donc là, forcément, la big blind est en sit-out sur Winamax, même sans relancer. Vous voyez, hop, il a abandonné. Donc, on se retrouve en heads-up avec la small blind et on est du coup en position. Sur le flop, on trouve une gut shot, donc c'est-à-dire qu'on tire une quinte par le ventre. Et là, concrètement, il nous faut un 9. Donc là, small blind check. Là, on va c-bet, assez classique. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire cher. Une blinde et demie suffit largement pour faire abandonner pas mal de joueurs. Là, en l'occurrence, on est tombé sur quelqu'un qui a trouvé un flop qui l'intéresse également. Il check call. On se retrouve sur un magnifique turn qui est le 9 de cœur qui fait qu'on est nuts. Ici, on ne peut pas perdre ce coup à moins de splitter contre la même main que nous. À ce moment-là, on est nutsé, c'est-à-dire qu'on a le meilleur jeu possible. Donc ici, il check une deuxième fois. Donc là, l'intérêt vraiment, c'est de faire cher. Vous pouvez même mettre un overbet, c'est-à-dire plus cher que le pot. À savoir qu'il y a beaucoup de tirages. Hein. Donc là, on a deux tirages, deux flush draw, donc pique et cœur qui vient de rentrer, donc qui va favoriser le call de notre adversaire. Il y a des mains qu'il aura du mal à abandonner, certaines, beaucoup de dames d'ailleurs. Et puis, il y a des tirages aussi quintes qui sont ouverts supplémentaires. S'il avait une main du type 8-10, il aurait défendu son 8 en deuxième paire. Là, il trouve une gut shot. Donc, ça peut l'inciter à payer. Donc, c'est pour ça, autant faire cher ici. Donc, moi, j'ai mis plus de 80% du pot. Et donc, vous voyez, là, il paye. Donc, vraiment, il a un board qui l'intéresse. Sachant ici qu'on est nutsé. Donc, no sous-style. Maintenant,
qu'allons-nous voir arriver river? Un 10 de carreau, donc c'est bien, les flushs ne rentrent pas. On n'est plus nuts, hein, un roi valet nous bat. Donc, comme je disais sur la présentation à chaud, il y a très peu de roi valet ici dans la range adverse. Un roi valet qui nous aurait call sur 2 streets, dont une chair avec simplement une gutshot. Il n'y a que le roi valet de pique qui est valable. Donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, qu'un seul combo qui nous bat ici, le roi valet de pique. Donc très souvent, il va peut-être avoir le valet comme nous, donc ça, dans quel cas ça va partager. Voyons. Donc là, les mises, son sizing, c'est quoi? C'est un 17, un 40% à peu près. Donc là, c'est vraiment un sizing de bluff ici, hein, 40%. Il n'y a aucune raison dans cette l'ambiance qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Il a check call 2 street pour donc bet river. J'ai envie de dire, c'est très souvent en value ici, c'est rarement pour bluffer. Donc là, j'ai vraiment pas de raison de relancer du coup à tapis. Si je fais tapis, il y a très peu de mains où il va vraiment pouvoir call s'il n'a pas le valet, quoi. Donc certes, on n'a pas trop de risques, il y a vraiment peu de roi valet en face. Donc on peut chaud en se disant que, mais bon, là vraiment, le plus judicieux, c'est clairement de just call ici. Voilà pour cette main. C'était surtout dans cette main pour référencer la mise au turn. N'hésitez pas à faire cher. On est nuts, ça ne sert à rien de vouloir faire sous-marin. Peut-être pour certains avoir envie de checker justement parce qu'on est nuts. Voilà, la personne ne peut pas vraiment se douter qu'on cherchait un 9 ici, donc autant miser cher, surtout qu'il y a beaucoup de tirages qui vont payer. La preuve, si on revoit sa main, il a dame valet, donc il nous paye. À ce moment-là, il est quasiment drawing dead, ça veut dire qu'il a déjà, il n'a plus aucune chance de nous battre et il a très peu de chances de split. Splitter, ça veut dire partager le pot. Le seul moyen de split pour lui, c'est de trouver un 10 et on en a déjà un dans notre main. Donc, il lui restait seulement 3 cartes pour sauver la mise sur ce coup-là. Et à savoir que si on revient au moment où il paye, ici, il y a quand même un pot à 17 000. Donc, et son pourcentage est vraiment très faible de réussite. Donc, même si vous aviez mis plus cher, si vous avez mis 7 ou 8 000, quasiment sûr qu'il paye également. Donc, autant faire cher dans ces situations-là. Allons voir maintenant la main suivante, la 14. Je l'avais retenue aussi. Donc là, c'est la main juste après. Donc, on a As-4, donc on limp. La stratégie du limp, vous allez voir, je peux vous l'expliquer, mais ça ne pourra pas se définir en quelques minutes. Mais elle a beaucoup de positifs pour moi. Donc, on se retrouve souvent dans ces situations-là. On n'a même pas relancé, on est au flop, forcément, il y a la big blind. Et là, Gaspard, bon, on l'avait déjà catalogué. Donc là, il check call. Donc là, toujours pareil, hein, vous avez vu, je limp, je mise une blinde ennemie, il paye. Et le turn, ce qui est marrant, c'est qu'ici, donc bet sur un valet. Donc là, clairement, le donk bet, vous allez le voir plusieurs fois. Le donk bet, c'est souvent un signe de faiblesse. Il faut vraiment évaluer le sizing du donk bet. J'ai envie de dire jusqu'à half pot, c'est-à-dire moitié du pot, c'est souvent faiblesse. Souvent, la personne soit est sur un tirage un peu bidon. Peut-être là, dans ce cas précis, il a peut-être 2, 4, 4, 5, 5, 2, il joue simplement une gut shot. Soit peut-être des mains comme Dame 10, Roi 10, Roi Dame, où il joue encore une fois que la gut shot. Ou alors il a vraiment un 3 tristounet ou un As et encore l'As. C'est vraiment la meilleure partie de son range ici. Le valet, clairement, je l'exclus. Un valet, à savoir qu'il a pris l'option de check au flop. Très rarement, il va bet ici en faisant brelan de valet. Donc, il faut vraiment voir contre qui on a affaire. Ici, Gaspard, pourtant, on est sur un tournoi à 100 €, mais vraiment, il fait beaucoup d'erreurs. Donc là, il n'y a aucune raison de passer ici. Et là, vous voyez, bon, il snap fold. Bon, le coup se termine. Comment on aurait agi s'il avait continué de miser? On ne peut pas analyser des choses qui ne se passent pas. Donc voilà. Étant donné le joueur,
S'il avait misé en value très cher, là, on aurait pu se méfier. Mais la preuve, ouais, il a snap fold ici. Donc, continuons. Plutôt ici, c'était vraiment pour passer sur le donk bet. Le donk bet, pour moi, je l'ai testé. Hein, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de positif. Donc, vraiment, évitez de le faire. Clairement, ça donne trop d'infos aux adversaires. La preuve. Et très souvent, par contre, quand vous faites face à un donk bet, souvent, vous pouvez analyser très vite la situation. Si c'est un sizing assez faible de nos jours, là, en 2020, un sizing faible en donk bet, ça veut peut-être dire simplement, par exemple, qu'il a justement notre main, un As-4. J'ai l'As, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est une mise fort, je vais abandonner. C'est clairement le message qui est envoyé. Il faut vraiment utiliser ça parce que très souvent, vous allez voir que ça se confirme. Donc, n'hésitez pas à relancer cher quand vous faites face à un donk bet. On va aller à la 18e. Donc, celle-ci. Alors ça, c'est intéressant aussi. Donc là, c'est Gaspard qui limp. Nous, on est en small blind. On se retrouve à 3. Et là, on donk bet. Donc, vous voyez le fameux donk bet que je ne recommande pas. Vraiment, je déconseille. Après, il y en a qui ont peut-être une stratégie de donk bet qui fonctionne. Dans ce cas-là, je suis preneur. Et ici, vous allez voir pourquoi j'arrête cette stratégie. Donc là, en plus, on fait face à un joueur qui est assez calling station, qui ne sait pas trop comment il joue. Donc là, dans l'immédiat, on est bien. On a deux overcards. On a un tirage gutshot avec un 6. Donc bon, la doublette du 5, ce n'est pas vraiment une bonne carte parce qu'il peut très bien avoir des mains comme 5-4, 5-6. Toujours est-il que s'il a le 7, ça ne va pas le faire fuir. Peut-être même le 3, il peut toujours se sentir confiant. Maintenant, le donk bet, dans l'idée, c'était de représenter un 7 pour se dire que je protégeais une main. C'est souvent ça le donk bet. Mais clairement, là, il paye une deuxième fois. Et là, ce qui est important sur ce roi qui tombe, c'est de faire le troisième barrel. Troisième barrel bluff. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez un donk bet en plein milieu, clairement, en plus en tirage qui ne rentre pas, clairement, ça ne sert à rien vraiment de donk bet. Alors, si vous le faites, ayez quelque chose de sensé derrière. Donc là, en plus, sur un roi qui représente rien, disons qu'il n'y a pas beaucoup de rois chez nous, donc on ne peut pas vraiment dire « Ah, j'ai touché mon roi ». Maintenant, en misant une troisième fois, clairement, on est en train de consolider une vraie main, donc il devrait abandonner beaucoup de mains. Et là, vous voyez que non, il nous colle quand même 3 barrels avec une paire de 4. Il n'a pas eu peur du 7, pas eu peur du 5, pas eu peur du roi, même si ce roi n'est pas censé changer grand-chose. Enfin, voilà, il ne nous a pas cru, il a bien fait, ça tombe bien. Il a remporté ce coup. Tout ça pour dire que quand vous bluffez, ciblez quand même vos adversaires. Un bluff très bien construit n'est pas forcément un bon bluff, tout simplement si vous le faites avec la mauvaise personne, eh ben, il ne réagit pas comme vous. Donc vous pensez qu'il va fonctionner comme ça et ça va passer. Sauf que si vous avez mal calculé le profil de votre adversaire, vous allez vous faire surprendre. La main qui suit, donc en termes d'impact, juste avant, on vient de montrer quand même à toute la table un 3 barrel bluff. Et là, je me retrouve avec une fameuse paire d'as contre notre fameux Gaspard, qui est en big blind et qui, à nouveau, donk bet. Donc là, on va pouvoir revoir le donk bet. Donc voilà, quand on donk bet half pot, jusqu'à half pot, pour moi, c'est j'ai une main, mais je ne suis pas sûr. Donc soit c'est des tirages comme, voilà, il n'y a pas de tirage couleur, donc peut-être des mains comme valet 10, valet 9, 10, 9, ou des mains comme As, Valet, As, 10, même si nous apparemment assez pré-flop, donc j'ai envie de déjà les enlever vu le profil, mais bon. Soit des mains comme Roi 2, Roi 3, Roi 4, il aurait misé autrement, je pense, donc Roi 5, Roi 6, des petits rois, ou des petites dames, Dame 2, Dame 3, Dame 5, des petites dames. Après, un 4 dans le pire des cas. Mais voilà, il faut vraiment vous dire que ici, si vous relancez, déjà, vous allez vous positionner dans son esprit. Il va se dire, putain, s'il n'a qu'un roi, s'il n'a qu'une dame, il va commencer à s'inquiéter. C'est pas pour autant, certains profils vont déjà passer, d'autres vont call pour voir au moins une turn. Et là, il mise à nouveau moitié du pot. Donc, il nous redonne la même info sur une nouvelle carte. Donc là, c'est assez surprenant.
habituellement, c'est souvent un check quand la personne donc bet call. Donc là, ça veut dire que le 6 de cœur est une main qui peut l'aider. Donc je vois pas trop quel range de main peut favoriser un 6 de cœur, sauf un flush draw qui vient de rentrer, en plus d'une main. Donc peut-être un roi suité à cœur, une dame suitée à cœur. Mais voilà, toujours est-il que notre paire d'as, à ce moment-là, a de grandes chances d'être toujours devant. Ensuite, vu les sizing, l'adversaire, il nous reste 25, il nous demande déjà quasiment 6000. Donc ici, il n'y a pas trop de décision à faire que de faire tapis. Donc voilà, il se retrouve avec roi 2 de cœur. Donc là, il n'est pas trop mauvais en soi, hein. Bon, on est favori, mais il joue quand même beaucoup d'out. Mais ça ne rentre pas. Bim, les as. Toujours bon quand les as passent, n'est-ce pas? 32 aussi, je l'avais noté celle-ci. Donc toujours ce fameux limp, on se retrouve toujours souvent face au blind. Et là, rebelote. Gaspard nous fait son donc bet. Donc là, c'est donc bet d'une blinde. Donc autant dire que je sais pas, ça veut toujours dire pareil. Moi, j'agis toujours pareil. Bim, je relance. Il paye. Et comme tout à l'heure, il donc bet turn, cette fois toujours une blinde. Donc là, clairement, on ne sait pas trop ce qu'il cherche. Dans le doute quand même, mais là, je pense qu'on peut encore relancer une deuxième fois parce qu'il va payer beaucoup de mains, mais on n'a que le 9. Il faut quand même se calmer. On n'a que le 9, il y a le 10 qui est rentré, il peut très bien avoir des mains comme 18, double gutshot au flop qui donc bet call et qui trouve un 10, donc qui nous passe devant. Donc on va rester quand même méfiant. Et là, river le 8 qui nous fait rentrer la quinte. Donc ici, vu son sizing, clairement, on ne peut vraiment pas le mettre sur des vraies mains du style roi-valet qui nous battent ou du style flush, quoi, qui serait rentré au turn, il aurait vraiment agi autrement. Donc là, on peut assurer un just call, comme ça, voilà, mais c'est pas encore la même situation qu'on a eu sur la première main de cette vidéo avec notre voisin Aziz Dulof. C'est encore différent, là, on fait face à des donc bêtes sur 3 streets d'une seule blinde, donc c'est vraiment autre chose. Donc ici, on relance et vous voyez, il passe. Donc il avait peut-être une main comme, je sais pas, 18, qui a fait 2 paires. Ou peut-être un roi de pique qui cherchait un tirage couleur. Peut-être une main comme roi 10, je sais pas. La main suivante, non, celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est sympa. Elle est sympa parce qu'on va vous faire quelques petits calculs. Donc là, on est en BVB, on a une jolie main, As-4 suit. Donc on mine raise. Le BVB, c'est toujours très délicat à jouer, que vous soyez en small blind ou en big blind. On trouve un flop plutôt sympa. On va c-bet. Souvent, là, ça va abandonner, on va gagner le pot. Et là, ce n'est pas le cas du tout. On fait face à un check raise. Donc, comment savoir si on peut call déjà en termes de ce qu'on appelle lever, si on est EV+, EV-, si le call est bon ici, s'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en termes de calcul, donc je vais sortir une petite calculette. Bien évidemment, quand on joue, on n'a pas cette calculette. Donc, le but, c'est d'avoir l'expérience de faire ces calculs et automatiquement, après, par la suite, vous saurez, sans faire les calculs, ça sera fait à la louche. Vous saurez dans quelle situation vous êtes OK et dans quelle situation vous ne l'êtes pas. Donc là, ce qui est important, c'est de calculer la cote qu'on appelle du pot. Donc, pour calculer la cote du pot, pour faire le plus simple possible, donc là, on va arrondir, donc il y a 6,6, donc ça relance, et on a mis 2,5. Donc, on a 4,1, 4100 à rajouter. Je vais sortir une petite calculette pour avoir des chiffres précis. Donc, on a 4100 dans un pot qui est actuellement à 14 800, ok?
Ces 14 800, on rajoute ce qu'on doit mettre, c'est-à-dire nos 4100. Donc, ça fait 18 900. Donc, on a 4100 à mettre dans un pot qui va faire 18,9. Si on multiplie ça par 100, on arrive sur grosso modo du 22%. Donc, notre cote du pot est à 22%. Ce qui veut dire, pour maintenant savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette cote, c'est de savoir quel est notre pourcentage de chance de gagner ce pot. Il faut qu'on ait 22% favorable pour que ce call soit EV+. Donc, comment on calcule maintenant notre propre cote? C'est simple. Ici, on va dire, si on ne connaît pas la main de notre adversaire, qu'on a 9 out en cœur qui nous donnent flush max, donc qui vont nous faire gagner la main, mis à part le 7 de cœur qui peut nous faire battre contre un full, bien évidemment. Et on peut même compter des as. S'il a une main comme roi-dame, s'il tombe un as au turn, on est devant. Donc, 9 cœurs plus 3 as, 12 out. Sachant qu'on est au flop, pour calculer un peu notre probabilité au flop, c'est simple, c'est 12. On multiplie par 4. Donc 12 fois 4, pas besoin de calculette. On est sur du 48%. On a largement les 22% requis. Donc ici, c'est un call instantané sans réfléchir. Maintenant, dans l'idée où, pour faire encore un peu de maths, cette personne avait décidé de check raise, mais à tapis. C'est-à-dire qu'au lieu de nous mettre 6600, 6,6, il nous met les 17 000 qui lui restent, donc 23,6. Donc là, 23,6, le total de son tapis, moins les 2,5 qu'on a, on avait 21,1 à rajouter. OK. Donc, 21,1 dans un pot total qui aurait fait donc son tapis 17, donc il reste 17 000, 17 plus les 6,6. Donc son tapis 23,6 fois 2, vu qu'on aurait dû payer au total 23,6, plus le pot qui était de 5,7, 5700, donc 52,9. Donc 21, on avait dit qu'il fallait mettre 21,1 dans 52,9 au total, pot total, ce qui fait qu'on était à 0 à 40%. Et rappelons-le, on avait 48%. Donc même s'il avait fait tapis, notre call était OK. Maintenant, hop, je suis trompé. Maintenant, on a décidé ici de call. On se retrouve finalement face à son tapis, maintenant au turn. Alors là, recalculons. Alors, on ressort la calculette. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il faut qu'on mette 17 000 dans un pot qui fera. Donc, si là, il est actuellement à 35 009, donc on va arrondir 36 000. Donc, si on rajoute les 36 000 actuels plus nos 17 qu'on nous demande, il y aura 53 000 au total. Donc, on nous demande 17 dans 53. Il nous faut 32% pour que notre call ici soit EV+. 32%, rappelons qu'on avait convenu qu'on avait 9 cœurs qui nous donnaient la gagne, plus 3 as. Donc, si on est encore OK avec ce raisonnement-là, on a toujours ces 12 out, mais le problème, c'est qu'il ne nous reste plus qu'une carte, la river à sortir. Donc là, on doit multiplier 12 par 2 et non par 4 pour avoir notre pourcentage. Donc, 12 fois 2, 24%, plus ou moins. On peut rajouter toujours 1 ou 2, donc ça fait 25-26%. On nous demandait 32%, le calcul précédent. Dans 17 000 dans un pot qui en fait 50 et quelques, c'est 32%, alors qu'on n'a que 24. Donc là, le call devient EV-. Ici, en termes de maths, on nous dit de folder parce que c'est trop cher par rapport à la probabilité qu'on a de gagner ce coup. Donc ici, en termes de 2V, on est EV- et on est censé passer. Voilà. Voilà, pour faire un peu de maths, c'est toujours utile. On va finir avec une dernière main, celle-ci que je trouve pas mal.
Donc ici, toujours en BVB. Donc ce BVB, hein, c'est bataille de blindes, c'est toujours complexe. Et là, on fait face à un squeeze, hein, clairement, de la big blind sur un no-limp qui est peut-être agacé avec no-limp. Donc là, c'est simple, la décision, c'est de folder. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise post-flop, c'est-à-dire une fois que le flop va tomber, vous foldez, vous ne cherchez pas à vous embrouiller entre guillemets avec un joueur. En plus, vous n'êtes pas en position, peut-être qu'il est meilleur que vous, peut-être qu'il va être très chiant à jouer, vous abandonnez. Maintenant, si vous optez pour le choix 2 qui est de jouer, quand vous faites ça, forcément, vous devez savoir jouer post-flop pour le faire. Donc là, vous checkez, il mise un tiers pot, j'ai envie de dire, un peu plus, sur Dame 7-7. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire qu'il a rien, mais ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose. Ici, par contre, si c'est un bon joueur et que vous check raise, vous n'allez pas être crédible. C'est souvent les 7 vont prendre le risque, même s'il y a 2 cœurs, de check call. Les dames vont pas être rassurées de ce board, donc vont pas s'amuser à check raise. Donc très souvent, un check raise ici, c'est pas très crédible. Donc si vous êtes en bluff, surtout ne le faites pas, le check raise au flop. Au turn, là il insiste. Donc là, il représente de la force, ce qui veut dire que si vous check raisez ici, check raise, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous checkez, il mise, vous relancez. Le raise, ça veut dire relancer, si j'ai eu la question. Du coup, ici par contre, il montre un peu de force, hein. Ça fait 2 fois qu'il mise, il a relancé fort pré-flop, il a misé au flop, il a misé au turn. Donc là, si vous faites un check raise, forcément, vous allez représenter énormément de force et vous allez bloquer son action. Il ne va pas pouvoir. Vous avez un stack convenable, il a 55 000 à perdre. Il n'a pas envie de les perdre sur quelque chose de flou. Donc, il va être très difficile pour lui d'ici de savoir jouer sur un check raise. En plus, voilà, vous laissez vraiment la place, vous n'avez pas misé cher, il n'y a pas besoin de faire un check raise à tapis, un check raise à 32 000. Vous voyez, 14 000, la situation ici va être très claire. Soit vraiment, il est vraiment sur du vrai lourd et vous allez avoir très vite la réponse. Soit très souvent, ici, vu ces sizing qui sont assez petits, qui nous laissent de quoi manœuvrer, vous allez remporter ce coup. Maintenant, c'est vraiment très délicat à expliquer le check raise, surtout sur des BVB, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'est encore comme le donk bet ou le limp. Et il faudrait un tuto précis pour expliquer tout ça en détail. Donc voilà, il a décidé ici de passer, donc ça s'est bien passé pour nous. Donc on avait fini sur la 38e main, l'épisode 1. Donc on avait remporté notre flip contre la Big Blind. On va le suivre en direct. As-3 suit, le fameux limp, ça provoque un peu d'action. On raise, on se prend tapis. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et bim, là, ça la river, comme on aime. On chatte la petite river. Hop, voilà, vous avez vu la main 39e main, le fameux As-3 que je vous réserve dans l'épisode 2. Je peux vous dire qu'il y a eu aussi de l'action sur ce As-3. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à liker cette vidéo sur YouTube, à vous abonner. L'épisode 2 devrait sortir prochainement. Donc voilà, et n'hésitez pas à me donner vos retours, vos critiques, qu'elles soient constructives bien sûr, pour que je puisse progresser et proposer quelque chose d'encore bien meilleur par la suite. Je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est 19h30 ici. Et puis à très vite. Salut tout le monde. Ciao.